Que la paix soit sur toi, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent prendre la relève, qui veulent se bouger, et ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il y a la difficulté inverse, c'est des jeunes qui veulent pas forcément se rentrer là-dedans, parce qu'ils voient les difficultés, ils voient que c'est un panier de crabes, faut dire les choses, hein. Quand on rentre dans l'associatif, surtout des mosquées, faut se dire tout de suite, ça va pas être une partie de plaisir. Ça va pas être une partie de plaisir, et en fait, au contraire, si c'est une partie de plaisir, c'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Ok, nickel. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah, Ziad. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Ça va super. Très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Comment vas-tu? Bah, écoute, très bien, alhamdoulilah, on remercie Allah Azza wa Jalla de tous ses bienfaits. Je te remercie. On remercie Allah. On remercie Allah. C'est un plaisir de t'accueillir. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quoi? Ça va faire quelques mois là. Ça va vite, hein? Au début de l'été, Oui, il me semble. exactement pendant l'été. Ouais. Et parce que moi, je connaissais pas beaucoup la plateforme. Je suivais de loin. Il y a beaucoup de marketing qui est fait, qui est fait à ce sujet-là. Masha'Allah, ça a l'air d'être un truc enfin, d'une initiative qui est assez active. Et je voulais en savoir plus dessus. Parce que je pense que vous êtes l'une des associations qui est la plus visible en France, parmi les plus visibles. Et donc voilà, donc on va en apprendre plus dans cet épisode, Inch'Allah. Pour commencer, Ziad, ce que je propose, c'est que d'abord tu te présentes personnellement, tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, et puis ce que tu fais dans la plateforme plus en détail. Très bien, Rahman, écoute, salam alaikum tout le monde, à tous ceux à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Enchanté d'être parmi vous aujourd'hui pour parler un petit peu de mon parcours, et plus particulièrement de ce que je fais à la plateforme. Donc, je me présente Ziad, j'ai 35 ans. Je suis donc issu à la base d'un parcours plutôt scientifique, donc bac scientifique, prépa maths spé. Et puis Allah Azza wa Jalla a voulu que je m'oriente plutôt que d'une école vers une école d'ingénieur, vers une école de commerce, donc qui s'appelle aujourd'hui l'Institut Mines Telecom Business School, qui est donc l'école de commerce du groupe qui a fusionné donc Télécom et Mines qui sont eux des écoles d'ingénieurs. Donc je reste quand même dans un milieu plutôt technique, télécom, ingénierie tech. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, eh bien, d'approfondir un peu plus les compétences, on va dire, de gestion et de tout ce qui va toucher plutôt dans le monde de l'entreprise, à la finance, et comme il y a la spécificité tech, à tout ce qui touche aussi au monde du numérique. Euh, et, euh, et donc ça, c'est pour ma partie compétence, on va dire, profane. Plutôt gestion, ingénierie d'affaires. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs éléments pendant et après qui ont fait que je ne me suis pas orienté dans le monde vers lequel j'étais, entre guillemets, fait pour, à savoir plutôt le monde de l'audit, du conseil en système d'information. J'ai travaillé un an dans une grande entreprise pour finalement, à l'issue de cette année-là, m'orienter plutôt vers le monde associatif musulman en rejoignant un groupe scolaire privé musulman pendant plusieurs années où j'ai pu enseigner, avoir une casquette aussi euh, d'équivalent de CPE, on va dire, dans la vie scolaire, et également une casquette tech numérique avec plusieurs projets qui ont été lancés sur place, puisque je ne voyais pas en réalité à ce moment-là, à l'issue de mon parcours, de valeur ajoutée me concernant à aller vers quelque chose qui, en fait, euh, n'allait pas fondamentalement apporter quelque chose pour la communauté musulmane, vu les temps difficiles qu'elle traverse à l'époque et qu'elle continue encore de traverser quand on nous facilite à nos frères et sœurs un peu partout dans le monde et en particulier en Palestine. Euh, et puis c'est fin 2019 qu'on a pris contact avec moi concernant la plateforme. Ça va me permettre de faire peut-être une transition vers la plateforme, parce que tu Ouais. parlais effectivement du rôle de la plateforme aujourd'hui.
La plateforme, elle a eu sa genèse en 2018 avec la grande consultation. Et à ce moment-là, j'y ai participé à titre d'observateur, voilà, comme n'importe quel autre musulman. J'avais pas de rôle particulier à part celui d'avoir répondu à la consultation à titre personnel. Et donc c'est à peu près un an après, donc un an et demi après, qu'on m'a sollicité pour rejoindre la plateforme, cette fois à titre de salarié. Mhm. À titre de salarié, et donc dans le pôle qui s'appelait à l'époque le service aux associations. Service aux associations dédié donc à l'accompagnement de l'ensemble des associations qui répondaient à une priorité ressortie de la consultation qui est la structuration du culte musulman par ces associations. Et petit à petit, de fil en aiguille, on s'est spécialisé dans les mosquées, ce qu'on appelle dans le jargon les lieux de culte ou les associations cultuelles, dans donc, tout ce qui est accompagnement, non pas théologique, non pas religieux, au sens qu'on on comprend une mosquée. Donc, quand on va à la mosquée, on va prier, on va lire du Coran, etc. Nous, on n'est pas du tout sur ce volet-là. On est vraiment sur le volet profane, sur le volet gestion, structuration, mutualisation des moyens, montée en compétences. Donc, c'est vraiment des sujets en fait qui pourraient être d'ailleurs adressés à n'importe quel type d'association. Mais la spécificité, c'est que bien sûr, nos retours d'expérience, notre expertise, elle est dans les mosquées. Excellent. Alors, on va revenir plus en détail sur l'expertise que vous avez, les actions que vous avez menées et puis l'origine du projet plus en détail. Avant ça, j'aimerais bien m'attarder un peu plus sur ton choix de carrière, car tu disais que tu avais fait une école de commerce, maths sup, maths spé, donc qui te prédestinait, entre guillemets, à enfin, une carrière professionnelle qui s'orientait un peu dans cette thématique-là. Tu as décidé de te retirer et de t'orienter vers d'autres choses, une école musulmane, puis plus tard euh, la plateforme Les Musulmans. Quel était ton cheminement intérieur, intellectuel, qui t'a vraiment poussé à arrêter ce que tu faisais? Tu trouvais vraiment aucun sens à ce que tu faisais, c'est ça la raison? Alors, aucun sens, je dirais pas aucun sens. Si je veux creuser vraiment alors je ne sais pas si on peut parler de psychanalyse de mes choix décisionnels, c'est que ça remonte à un certain nombre d'années. C'est que depuis assez longtemps, aussi longtemps que je me souvienne, j'avais on va dire, des aspirations dans l'ingénierie, notamment de par mon entourage. Euh, et, euh, et donc, j'ai toujours voulu être ingénieur sans savoir vraiment ce qu'on y faisait au quotidien. Ça a percuté, entre guillemets, mon cheminement personnel et religieux, au sens où bah, il n'y a rien d'incompatible, voire au contraire, hein, l'ingénierie, c'est quelque part, si on devait donner une métaphore, ça représente vraiment l'amal, l'action, parce qu'on résout des problèmes. Euh, c'est pas la fonction en tant que telle qui n'a pas fait sens, c'est plutôt ce qu'elle apportait réellement. Je sais pas si on peut extrapoler aujourd'hui à la science de manière générale et au savoir, c'est que malheureusement, ils sont utilisés comme des outils, alors que c'est les sachants qui devraient apporter une expertise, devraient apporter leurs avis. Mais là, on se sert plutôt de leurs avis pour instrumentaliser une vision ou autre. Et c'est ce constat-là que, plus le fait que aujourd'hui, c'est pas, et à l'époque, c'était pas non plus le cas, dans la communauté, on ne manque ni de moyens financiers, ni de moyens, on va dire, techniques. C'est le fait à mon sens, on manque de personnes investies. On en a des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers, voire des millions de personnes dans la communauté qui sont extrêmement, éminemment plus compétentes que moi et que d'autres dans tout un tas de domaines. La difficulté qu'on rencontre et que j'ai pu voir dans le monde associatif d'ailleurs après, c'est que on manque de personnes qui ont ces compétences-là, mais qui les donneraient ou en tout cas les mettraient à disposition de la communauté de manière tout aussi exigeante que qu'elles le font dans le monde professionnel et dans le monde lucratif. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont fait me dire à un moment donné, en fait, il faut que je fasse un choix dans qu'est-ce que je veux faire de mon temps, en fait. Hmm. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré, quelque chose que tu as vu, que tu as pu expérimenter, qui t'a vraiment inspiré, qui t'a poussé dans cette direction, ou c'était vraiment un cheminement personnel?
paradoxalement, c'est le fait de pas avoir eu de personnes véritablement entre guillemets inspirantes qui m'a fait prendre conscience du fait que bah, si s'il n'y a pas de modèle, si ce n'est essayer d'être un modèle, au moins essayer de faire en sorte que les choses changent à notre humble échelle. Parce Mm. que dans un premier temps, comme je te l'ai dit, c'est plutôt mon entourage qui était dans l'ingénierie qui m'a fait aller vers ça. Et après, en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était plutôt une pas un dogme, mais presque le fait de se dire, il faut qu'on fasse des études, il faut qu'on travaille, il faut qu'on réussisse dans la vie sans vraiment savoir à terme pourquoi, en fait, à part la réussite matérielle et mondaine. Ce que tu dis, ça résonne en moi parce que je trouve qu'il y a une vraie dissonance entre ce qu'on dit, ce qu'on entend dans les mosquées, ce qu'on entend dans les prêches, en termes de ce qu'est le succès, c'est-à-dire de plaire à Dieu pour pouvoir atteindre le paradis et euh, d'agir comme Dieu nous l'a demandé et d'essayer de propager la foi et de propager le bien où est-ce qu'on le peut. Et notre voilà, ce qu'on peut dire, par exemple, quand on est à nos enfants ou aux gens qu'on peut voir, ce à quoi on aspire d'eux, en fait, ou de notre entourage, parfois sans s'en rendre compte. Mais par exemple, on aura plus tendance à dire, si on voit une personne qui a les moyens ou qui possède un énorme hôtel ou qui possède de l'immobilier ou une belle voiture, on va lui dire, voilà, tiens, essaie de travailler bien et peut-être un jour tu pourras te payer cette voiture, tu pourras te payer telle ou telle chose, une maison, quoi que ce soit. Alors que tu pourrais avoir à côté une personne qui a ou qui n'a pas les moyens, beaucoup moins de moyens, qui en revanche est beaucoup plus proche de Dieu et qui est beaucoup mieux vu par Dieu. Et ça va pas forcément être un exemple naturel pour nous. Euh, Ça peut être problématique. Alors c'est aussi une difficulté aussi dans comment on caractérise la proximité avec Dieu, parce que bon, à la différence du monde professionnel ou de la vie, tu peux pas te donner des véritables indicateurs pour dire, bon, lui, il est proche de Dieu, tu vois, il n'y a pas malheureusement de super pouvoir ou de lumière qui émane de ceux qui sont proches de Dieu pour dire, ah ben lui, faut le suivre, ou lui, faut éviter. Et ça, c'est vrai que ça a pu, en tout cas, ça peut ralentir justement ou maintenir ce que tu décrivais, le delta entre les prêches qu'on entend, l'appel à agir pour l'akhira, et d'un autre côté, bah, le pragmatisme, à dire étudie, réussis dans la vie et tu auras ce que tu veux. Tu vois, c'est très palpable à l'opposé de. Bon, bah là, comment on peut identifier quelqu'un qui est profane, euh, qui est proche de Dieu, qui agit véritablement dans le sens des bonnes actions, tu vois? Ouais. Non, non, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais en tout cas, on voit la dissonance et parfois, je pense que ça peut créer aussi, même chez les jeunes, cette incompréhension, en fait. Peut-être c'est quelque chose que tu as pu ressentir et ce qui t'a poussé d'ailleurs à t'orienter plus vers un rôle plus actif pour la communauté. Euh, et cette transition-là, toi, comment tu l'as vécu personnellement? Est-ce que ça a été difficile ou ça a été une libération? Ça a été... euh, Non, faut dire les choses, ça a été difficile, hein, ça a été difficile d'un point de vue familial. Quand on a un salaire qui est pas du tout au même niveau que ce qui est attendu quand on sort d'une grande école, ou encore bah, aussi comment dire, l'inconfort, entre guillemets, la difficulté grosse différence de moyens et les difficultés qui s'en suivent dans le monde associatif, c'est pas des choses faciles. Néanmoins, je les ai, à titre personnel, pas si mal vécu que ça, puisque en fait, je me voyais pas continuer aveuglément sur un chemin qui, je sais, alors, je vais pas dire qu'il aurait mené à ma perte ou qu'il faire des généralités, parce que je pense que mon choix personnel n'est pas forcément le meilleur choix de manière absolue. Chacun sait, ou en tout cas fait
son effort, son ijtihad pour faire en sorte qu'il soit euh, dans le meilleur endroit où il peut être à l'instant T, tu vois. Et qu'il y a peut-être des personnes, et sans Ouais. aucun doute même, qui excellent dans leur domaine et qui apportent sans doute plus à eux-mêmes et à la communauté que s'ils allaient dans l'associatif, tu vois. D'ailleurs, j'aime beaucoup en tout cas, ce tadabbur, cette réflexion sur le hadith du prophète alayhi salam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. C'est le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a euh, appris le Coran, l'a enseigné, que ce soit d'un point de vue de l'apprentissage, de la compréhension, etc. Et m- m- une humble réflexion serait de se dire, mais en fait, ça, c'est par rapport à toi-même. C'est-à-dire que Lied, par rapport à lui-même, Abdurrahman, par rapport à lui-même, s'il excelle dans le Coran, eh bien évidemment que c'est mieux que s'il était très bon dans l'ingénierie. Mais est-ce que ça veut dire que si Abdurrahman il excelle dans l'ingénierie et qu'il est correct dans le Coran, tu vois, est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est ce hadith, c'est de prendre au pied de la lettre en considérant que bah, dans tous les cas, on doit tous aller vers le Coran, tu vois, dans le sens de l'enseignement, par exemple. Mhm. Et ça, c'est la même chose dans mon cas de figure, sachant que là, je fais la contre-imposée. Donc, moi, j'ai pris ce chemin-là, mais c'est pas nécessairement le meilleur chemin. Je pense que le meilleur chemin, ben, il n'y a que Dieu qui le connaît. Et qu'ensuite, il va dépendre vraiment de ce qu'on peut apporter en réalité. Ce qu'on peut apporter parce qu'on a besoin de personnes, par contre, qui excellent. Et ça, à mon sens, c'est la réponse à tous. Il faut qu'on excelle dans dans le chemin qu'on a pris. Oui. J'ai un petit moyen que j'utilise intérieurement, qui d'ailleurs est assez, c'est l'introspection assez difficile à faire, mais de me dire, si demain, alors que Allah, je devais m'en aller et mourir retourner à mon Seigneur, est-ce que, euh, est-ce que je pourrais, euh, de manière assez confiante, avec un minimum de confiance, pouvoir venir et dire, voilà, j'étais dans une direction pour ta cause, j'essaie de faire le mieux que je pouvais pour toi, et non pas pour la vie d'ici-bas ou pour les plaisirs personnels, même si bien sûr avoir les plaisirs personnels, c'est pas ça le problème, et le fait de se dire que dans l'orientation de ma vie, je l'ai orienté, vraiment, je l'ai orienté vers toi, et voici la preuve, j'étais impliqué dans telle initiative auquel je crois, et j'ai essayé d'œuvrer pour toi. Et je pense qu'avoir à chaque moment, en fait, cette notion de se dire, voilà, si par exemple, dans quelques mois, si dans 6 mois, par exemple, je savais que j'allais mourir, est-ce que je changerais ma vie de manière extrême, en fait? Est-ce que ma vie, elle changerait beaucoup, ou elle changerait juste un petit peu, avec un peu plus d'adoration, et je garderais la même direction? Et je pense que si on oriente sa vie vers une direction qui n'a absolument rien à voir en sachant qu'on allait mourir dans quelques mois, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser. Mais c'est pas des questions faciles à se poser aussi d'un côté. Non, c'est clair. Je pense que le minimum, c'est déjà de ne pas être dans des choses euh, qui sont manifestement en opposition avec notre éthique. Si déjà on avait dans la communauté ne serait-ce que ça, je pense qu'on s'en sortirait bien. Et ensuite, ça, c'est le minimum. Et ensuite, peut-être entre guillemets, l'étape suivante, c'est d'orienter comme tu l'as. En fait, l'orientation, tu peux faire exactement la même chose. Mais si tu orientes ton intention dans le fait d'être positif pour toi, pour ton akhira, bah, déjà, qu'on le conscientise ou pas, je pense que ça a des impacts sur les choix qu'on fait, sur la manière dont on va agir. En prenant des exemples tout bêtes, hein, je suis simple un responsable ou un DRH ou autre, et je sais que, eh bien, ben, j'ai des choix sur tel ou tel marché, des choix euh, qui vont être en opposition directe avec mon éthique, eh ben, je vais pas forcément le proclamer, mais au moins faire en sorte que ben, j'impacte positivement là où je travaille par rapport à mon éthique à ma vision des choses. Donc même si c'est pas direct, si on fait ne serait-ce que cette réflexion-là, je te rejoins, ça, ça, euh, ça a un effet sur notre vie et sur notre akhira, Inch'Allah.
Très bien. Donc, on va revenir revenons à la plateforme. Donc, on t'approche, la plateforme, donc, elle a été créée, tu disais, en 2019. Il me semble que c'était après quel événement? Il y a un événement qui s'est passé juste avant. Ah ouais, Euh, alors, il y a eu la grande consultation printemps 2018. Et donc, ça a oui. réuni plus de 27 000 participations Mais même la dans des consultation, associations. mais même la consultation, elle était une conséquence à des événements qui sont passés plus tôt. Ça devait être l'islamophobie ambiante. Alors, c'est effectivement, alors bon, Ouais. il y a, malheureusement, on a subi tellement de choses depuis que je sais même pas, Ouais. je pourrais même plus te dire qu'est-ce qui s'est Ouais. passé exactement en 2018 Mm. comme perquisition ou comme autre chose. Mais c'est sans doute un événement de plus qui a conduit notamment le frère Marwan. Mohamed a lancé cette initiative-là, à réunir un certain nombre de personnalités pour leur dire, bon, à un moment donné, il faut qu'on capitalise sur nos réseaux respectifs. Et comment capitaliser? Ben, on va lancer une consultation. On va enfin donner la parole à la communauté musulmane dans son ensemble. Et donc, pendant plusieurs mois, il y a eu l'ouverture du formulaire de consultation qui a conduit donc à l'analyse de ces dizaines de milliers de résultats par des sociologues, par des anthropologues, etc. Et conduit à la restitution fin septembre 2018 avec la création de l'association Les Musulmans. Très bien. Donc, fin 2018. Ensuite, toi, tu es contacté en C'est 2019. ça, un an après. Donc, c'est-à-dire que pendant un an, il y a eu un travail 100% bénévole de plusieurs Oui. alors même plusieurs, je dirais, centaines de personnes qui sont passées de l'analyse de ces résultats à la création de feuilles de route sur chacun des pôles, structuration du culte, islamophobie, euh, humanitaire, etc., Janaza. Et donc, feuille de route, on commence à travailler et on se rend compte en fait que c'est compliqué, c'est même impossible de répondre à ces besoins-là qu'avec des bénévoles, coordonnés par des bénévoles. Et c'est Oui. là où il y a eu une première embauche et puis une deuxième embauche. Donc moi, historiquement, je suis le deuxième salarié qui a été embauché et aujourd'hui entre guillemets, le doyen de la plateforme en tant que salarié. Super. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a attiré en rejoignant l'association Ça reste une association RHUL. Tout à Mais fait. qu'est-ce C'est une ouais. association, ça reste toujours une association à but non lucratif. Bah, si tu veux, ça arrivait à un moment où je commençais à réfléchir justement à la suite à donner à mon temps et en particulier à mon temps professionnel, dans le sens où j'ai fait plusieurs années dans la même structure. L'objectif de ce choix-là dans l'éducation, c'est de dire, bon, bah, si on peut pas changer les choses par le haut, par des actions militantes ou autres, et ben en fait, la meilleure manière de changer le monde, entre guillemets, ou en tout cas d'y apporter un changement significatif, c'est par l'éducation. Oui. Et donc, dans ce groupe scolaire, j'étais sur la primaire, sur le collège, et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce changement, il est là. On voit les résultats de l'éducation chez les enfants. Et maintenant, cette éducation-là, euh, elle touche un petit nombre de personnes. D'accord? Elle touche un petit nombre de personnes. Il faut avoir des éducateurs, il faut des professeurs. Mais si on veut continuer à changer les choses, il faut il faut passer à une étape encore plus importante parce que les écoles musulmanes et les associations avaient elles aussi et ont toujours elles aussi des difficultés, que ce soit des difficultés de moyens euh, ou autres. Et donc, à ce moment-là, ça arrivait à pic. Ça arrivait à pic puisque j'étais en pleine réflexion sur mais comment pouvoir impacter encore plus positivement les choses. Comment passer de cueillir à la main des fruits à essayer d'industrialiser, entre guillemets, les plantations en enlevant le côté négatif de l'industrialisation, si je me permets la métaphore. Et on me contacte à ce moment-là pour me dire, il y a des choses à faire pour l'ensemble des associations. Et à l'époque, il y avait y compris les écoles privées. Donc, est-ce que tu veux rejoindre l'initiative? Euh, donc là, j'ai pas réfléchi très longtemps pour dire oui et pour me lancer, puisque ça correspondait cependant à une croisée des chemins dans mon cheminement personnel. Excellent. Et donc, quelles sont tes premières responsabilités quand tu rejoins? Alors, quand je rejoins à ce moment-là,
il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'existant. Donc l'association à l'époque s'appelait Les Musulmans, mais on l'appelait déjà communément la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une plateforme intranet. Le but, c'était de faire qu'une plateforme intranet soit un petit peu le hub, le centre névralgique des échanges et, et du travail des responsables associatifs. Donc l'idée, c'était déjà de partir de ce hub-là et euh, de d'approfondir la feuille de route, puisque, comme je te l'ai dit, tous ceux qui m'ont précédé étaient bénévoles. Donc le travail qui a été abattu était important. Néanmoins, à l'échelle d'un salarié à temps plein, ça restait assez mince pour véritablement y appuyer dessus des missions du quotidien. Donc, il a fallu euh, repartir sur un petit peu comme un mémoire, en fait, des entretiens, faire ressortir de ces entretiens-là des éléments qui vont servir à établir une feuille de route détaillée sur les années à venir. Il y avait des grandes phases qui avaient été, pour lesquelles on m'a embauché, voilà, pour me dire, bon, bah, première étape, on fait ça, deuxième étape, on fait ça, troisième étape, on fait ça. Mais ces phases-là, il fallait les alimenter par des choses opérationnelles. Et donc ça, c'était la première chose que j'ai fait en arrivant durant été 2020. C'était vraiment la réalisation d'entretiens et leur transformation en feuille de route opérationnelle. Sachant Mhm. juste avant ça, il y a eu le Covid. Donc pendant plusieurs mois, on était hors feuille de route, plus sur des sujets vraiment Janaza euh, Ouais, et, euh, et réglementation mosquée sur comment ouvrir, comment réouvrir, est-ce que vous pouvez faire salat, pas salat, etc. Tu vois. ouais, les cimetières, rapatriement, il y a Exactement. beaucoup de questions à ce niveau-là. Ouais. En quelques chiffres, la plateforme à l'heure actuelle, juste pour qu'on ait une vue Alors, globale de ce qui se passe. aujourd'hui, c'est presque 1500 adhérents individuels, donc des personnes qui sont membres de l'association. C'est plusieurs Quand tu dis plus hors de... de la situation, pardon, c'est les membres qui sont actifs ou pas forcément, qui donnent. Là, c'est au sens vraiment qui donateurs et qui sont en fait informés de ce qui se passe, qui participent à l'Assemblée générale, vraiment en fait comme un fonctionnement associatif classique, quoi. D'accord. Ok. Euh, Ensuite, on a plusieurs centaines de structures bénéficiaires, donc d'associations, de lieux de culte et autres, qui ont bénéficié de l'accompagnement, des services produits, des webinaires, des kits, des guides, dont aujourd'hui près d'une centaine qui sont adhérents, c'est-à-dire eux adhérents aussi, avec une touche supplémentaire par rapport aux adhérents individuels, donc aux adhérents personnes physiques. Là, on a les adhérents personnes morales, les mosquées et associations. Celles-ci Mhm. ont la particularité d'avoir des services dédiés et d'avoir, pour le coup, à l'opposé, une, un accompagnement particulier et une implication particulière, puisque c'est vraiment un périmètre qui leur est dédié, les associations. Oui. On a ensuite, aujourd'hui, on va dire une cinquantaine de bénévoles actifs, très Ok. large. Et on a dépassé le cap des 10 salariés aujourd'hui. Excellent. Excellent. Donc, 10 salariés qui sont dispatchés sur différents pôles ou projets. Tout à fait. Est-ce que tu Alors pourrais on a détailler? deux plateformes d'activité qui ont des salariés dédiés. Donc la plateforme Mhm. des mosquées et la plateforme de l'humanitaire. Et puis Ok. ensuite, on va avoir des pôles transverses, pôle communication, le pôle relations donateurs, et enfin le pôle gestion, donc qui est plus support. Et ensuite, pour les autres plateformes d'activité, ça va plus être des bénévoles ou certains salariés en partie. Mais c'est essentiellement la plateforme des mosquées, la plateforme de l'humanitaire qui ont des salariés dédiés. D'accord, parce que ce sont les pôles qui requièrent le plus d'énergie, de présence. Alors, il y a eu des arbitrages. Alors, en prenant bien sûr en compte tout d'abord les priorités ressenties de la consultation. Oui. Et ensuite, eh bien, la disponibilité, les compétences présentes à l'instant T et la possibilité aussi de coordonner ça parce que comme on est une association, on ne peut pas avoir aujourd'hui.
présidents, de membres du conseil d'administration ou du bureau qui soient salariés. Faire très Ouais. simple. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tu peux être salarié, mais vraiment très très petit salaire, il me semble, tout ça. oui, mais c'est C'est vraiment- anecdotique, quoi. c'est anecdotique, c'est pas suffisant, quoi. Je crois que c'est trois quarts du SMIC, le maximum, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment en fait pour plus arrondir les fins de mois si tant est qu'on devait salarier quelqu'un, que vraiment pour ce rôle-là, pour cette mission-là, qui est vraiment une mission extrêmement stratégique de coordonner, de superviser des salariés sur ces activités-là. Donc voilà, mon référent est bénévole, l'ensemble des référents des bénévoles du bureau du CA sont bénévoles. Et donc, il fallait trouver l'intersection entre tous ces éléments-là. Priorité de la consultation, compétences disponibles au niveau de qui on peut embaucher, confiance aussi, parce que c'est une amana, c'est l'argent de la communauté, référent disponible avec la compétence pour coordonner, superviser. Et donc, quand on croise tout ça, on arrive eh ben, avec les salariés disponibles aujourd'hui sur ces plateformes d'activité-là. Très bien. Alors, au niveau des pôles, tu disais qu'il y a eu un arbitrage à faire. Quand tu m'avais présenté la plateforme, quand on s'était rencontrés, puis j'avais pu voir ça, je suis abonné à la newsletter, donc je voyais ça aussi dans la newsletter. Ça avait commencé avec bien plus de pôles au départ, et comme tu l'as dit, il y avait un arbitrage qui était fait par rapport aux besoins qui ont été, on va dire, réduits à l'essentiel, et puis par rapport aux moyens et aux personnes compétentes disponibles, etc. Donc là, actuellement, de mémoire, il y a 4 pôles actifs. C'est ça? Alors, nous, on va parler pour être, si on veut, jargon interne, mais effectivement, peut-être Ouais. pôle actif, mais le jargon interne, on va distinguer plateforme d'activité et pôle. Pourquoi? Parce que, en gros, plateforme Mhm. d'activité, c'est ceux qui sont vraiment visibles et en front, qui correspondent à quelque chose qui est ressorti de la consultation. Et un pôle, ça va plus être, en gros, une fonction support interne, quoi. Pôle communication, pôle relations donateurs, pôle gestion et administration, pôle financier. Oui, Mais du coup, pour faire correspondre ton propos et le mien, on va parler de effectivement quatre plateformes d'activité. d'accord. Donc la plateforme pour les mosquées, la plateforme de l'humanitaire, C'est ça. et il y avait le Janaza, il me semble. Janaza, tout à fait. La quatrième, j'ai Et oublié. la Zakat, ou La la Zakat. plateforme de la Zakat. Euh, D'accord. Sachant qu'après, il y a d'autres plateformes d'activité qui n'ont pas été totalement, enfin, on n'a pas supprimé, mais plutôt, on va dire, mise en attente, mise en silence, le temps qu'il y ait potentiellement des bénévoles qui se manifestent, que ce soit par exemple la plateforme d'éducation, la plateforme des imams, ou des plateformes ou la plateforme des madaris, donc sur les associations d'enseignement religieux. Ouais. Euh, ou parfois même des plateformes qui n'ont pas par contre été lancées du tout parce que à l'époque il y avait déjà suffisamment de choses lancées comme la plateforme du Halal par exemple. D'accord, très bien. C'est quelque chose, c'est des projets qui sont mis en veille et vous recherchez des personnes, ou s'il y a des personnes qui se manifestent, potentiellement vous êtes Oui, oui, ouvert. là par exemple la plateforme de la Janaza, on a lancé il y a quelques jours ou quelques semaines justement un appel à bénévoles qui pourraient se rendre disponibles justement s'ils ont une expertise ou tout simplement une appétence sur ce sujet-là Mm. pour reprendre le flambeau. Ceux qui sont intéressés pour se manifester, c'est à travers le site, j'imagine, lesmusulmans.fr. C'est ça, le site, il y a aussi l'adresse de contact. Alors, pour Janaza, il y a soit le plus simple, c'est peut-être contact@lesmusulmans.fr. Ça centralise l'ensemble et à ce moment-là, ça sera transmis au pôle, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, pour les auditeurs et auditrices, s'il y en a qui sont intéressés, vous savez quoi faire. La plateforme de l'humanitaire, aussi, il me semble qui est assez récente aussi, non? Oui, il y a eu un recrutement qui est récent. C'est sur le pôle donateur, pôle relation donateur qui est récent, qui a deux D'accord. mois. Ok. Euh, et sinon, plateforme humanitaire, elle a de mémoire 2 ans, il me semble. Deux Ouais. ans avec près d'une dizaine aussi de services produits et une orientation qui est très similaire à la plateforme des mosquées, mais D'accord. du coup à destination des associations humanitaires musulmanes. Peut-être qu'on peut en parler en même temps des deux, donc la plateforme des mosquées et la plateforme de l'humanitaire. Quel est le support que vous apportez, les établissements ou les organisations que vous visez? Donc, ça va pas être des particuliers, ça va être donc des organisations. C'est ça, c'est des associations, donc on appelle ça des personnes morales, donc les Ouais. associations pour ma part des cultuelles, donc qui ont pour objet, qui ont pour finalité de construire ou bien de gérer des lieux de culte, donc des mosquées. Ouais. Et donc, celles-ci, elles sont accompagnées sur trois axes principaux.
pour ma part au niveau de la plateforme des mosquées, à savoir l'axe réglementaire, donc faire de l'information réglementaire, à terme faire du conseil et tout ce qui va être au niveau du droit. Deuxième axe, financier. Financier au sens de, de, de l'accompagnement sur, enfin, on va dire financier, mais plus largement de la mutualisation. C'est pas forcément que pour des gains ou des économies financières, mais ça peut être aussi pour mutualiser de l'intelligence collective sur des sujets qui importent aux responsables. Par exemple, on a mis en place un guide qui synthétisait la bonne pratique de l'adhésion, c'est-à-dire de faire en sorte que les fidèles deviennent adhérents de leur mosquée. D'accord. Et enfin, l'axe numérique, avec un partenariat avec Masjidbox qui nous a permis de développer un site internet modèle, euh, et donc facile d'usage, euh, en clic, point and click, donc qui est gérable avec la souris, à destination des mosquées, avec la particularité d'avoir des modules préfaits pour les horaires de prière, pour le fonctionnement de la structure, et qui se déclinent à la fois en tant que site internet, mais connecté avec les écrans et une application. D'accord. Très bien. Les choses que vous apportez, donc elles ont fait écho, j'imagine, à des problématiques que vous avez pu retrouver au niveau des mosquées. Souvent, les mosquées, elles ont des problèmes au niveau de l'administration, de se mettre à jour par rapport au côté réglementaire. Voilà, la comptabilité, ce genre de choses. C'est des échos que vous avez eus, j'imagine, et que vous avez proposé des solutions centralisées pour que ce soit plus facile, en fait, pour les mosquées. C'est ça, c'est ça. C'est que quand un responsable s'engage, il s'engage rarement, pour ne pas dire jamais, pour devenir directeur des affaires financières ou responsable administratif et financier de la structure. Quand il s'engage, pardon, à la base, c'est pour faire en sorte que, eh bien, il puisse faire tourner la mosquée, permettre que y ait accueillir suffisamment de personnes, des fidèles, qu'il y ait des conférences, etc., etc. Mais assez rapidement, bah, ils sont vite rattrapés par tous ces sujets administratifs financiers. Et bah, en fait, dans la plupart des cas, des petites et moyennes mosquées, ils n'ont pas forcément les moyens de déléguer ça à un expert comptable ou encore pire à un cabinet d'avocat, puisque c'est des sommes assez importantes que ça demande. Et ils se retrouvent Mhm. à le faire même sans bagage préalable. Donc, c'est une situation assez particulière qui a été, qui a été encore plus bousculée et on va dire atténuée dans le sens contraire. Donc, plutôt, la difficulté elle a été augmentée avec la loi CRPR qui est là à la base pour euh, on va dire, permettre qu'il y ait une meilleure gestion, d'accord? Une gestion plus transparente des associations, mais voilà, par ricochet, a entraîné pas mal de nouvelles règles à respecter. Et donc, qui dit nouvelles règles, dit encore une fois une charge de travail qui n'est pas, alors, à la fois une charge de travail et en plus une compétence qui n'est pas maîtrisée à la base par les responsables, puisque c'est pas sur ça qu'ils sont engagés à la base. Donc, on Oui. vient apporter ça, cette expertise-là, ces conseils à ce niveau-là pour faire en sorte que la structure, elle vive pas ça comme une épreuve, quoi. Elle vive ça vraiment Oui. comme juste une formalité administrative et qu'elle passe à autre chose. Pour s'offrir ces services-là qu'elles doivent faire, ces mosquées-là, ces associations. Alors, nous, on est une association. Donc, la plupart des choses qui vont être développées, elles sont gratuites et elles sont en ligne, que ce soit les webinaires, les différents kits et guides, les statuts types, etc. Néanmoins, on s'est assez vite rendu compte que les responsables, en fait, même avec des choses mâchées, un travail pré-mâché, n'avaient pas forcément la bande passante pour quand même se plonger, se former, même à la marge, sur ces sujets-là. Donc, on a rapidement développé des services, justement, type boîte de conseil, en fait, en gros, audit et conseil, qu'on va mettre à disposition des associations sous deux formats. Le format de l'adhésion, et donc je t'en parlais dans les chiffres de l'association, donc d'où la centaine d'associations qui sont partenaires et adhérentes, c'est il y a un engagement réciproque de soutien de leur part et de notre part envers elles, de soutenir le projet de la plateforme, de contribuer à faire en sorte que la communauté soit plus forte à travers des valeurs voilà, cardinales, hein, le respect, la collaboration.
le fait qu'on soit dans un cadre sunnite classique, on va dire. Et ça permet donc à l'association, en plus de nous ouvrir leurs portes une fois dans l'année pour qu'on puisse collecter, donc faire un appel à la générosité du public, eh bien, accompagner les associations sur tous ces sujets-là. Donc, on va pas le faire à leur place non plus à 100%, on peut pas littéralement le faire à leur place, mais on va vraiment prémâcher au maximum le travail. Pas juste leur donner un statut type ou un document type, mais vraiment, par exemple, aller leur donner une feuille de route à l'issue d'un audit pour leur dire, voilà, soit on va vous aider à le faire nous en interne, soit on va vous donner les contacts en externe qui vont pouvoir assumer cela, et ainsi de suite pour les autres sujets. Et sinon, l'autre modèle, il y a parfois des structures qui, à juste titre, hein, connaissent le contexte actuel et préfèrent ne pas forcément adhérer, puisque ça peut être dans l'imaginaire collectif associé à être affilié à, eh bien, on va simplement leur demander idem une collecte sans adhésion ou autre et ils vont pouvoir bénéficier des services correspondant à cette collecte-là, à la différence de l'adhésion pour lesquels ils vont pouvoir bénéficier de l'ensemble des services sans aucun, entre guillemets, décompte ou autre, puisqu'il y a une forme d'engagement réciproque. Là, quand une association nous sollicite un petit peu comme elle nous solliciterait comme elle solliciterait une entreprise, on garde une posture associative, mais on fait bien comprendre que, en fait, s'il n'y a pas d'engagement d'un côté, il ne peut pas y avoir un engagement d'un autre. C'est ça la logique, c'est qu'on on ne veut pas et on ne fera jamais culpabiliser les responsables de ne pas adhérer. Par contre, on responsabilise aussi. C'est que si on veut que la situation elle change, on peut pas vouloir que la situation change et en même temps, quand il y a une initiative qui naît, qui, je l'espère et je travaille au quotidien pour ça, soit vraiment la plus désintéressée possible, dire, euh, dire voilà, on souhaite, enfin on vous soutiendra bientôt ou plus tard. Donc, on essaie de montrer qu'il y a un équilibre tout le temps et que bah, forcément, il y a des, euh, des implications au choix qu'on réalise. Très bien. Maintenant, ça va faire bientôt 5 ans que tu rejoins la plateforme, puis C'est ça. 2019, en 2024. Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience chez les musulmans, de collaborer avec des associations, gérer des projets? Ça doit être une richesse d'avoir autant d'expérience que ce que tu as. Qu'est-ce que tu as appris de positif, de négatif, de choses à partager peut-être? Alors là, 5 ans à résumer en 5 minutes, ça va être compliqué. Mais allez, on va choisir deux choses. On va choisir deux choses. On va choisir une leçon positive et une leçon, on va dire, un axe d'amélioration humblement pour nous et moi-même en premier pour la communauté. Euh, alors, la leçon positive, c'est qu'il y a un nombre incalculable d'initiatives positives en France. Mais, mais genre partout. En fait, c'est à chaque fois que je me déplace dans une nouvelle association, je me rends compte que on entend très très peu parler des initiatives locales et ça crée vraiment une grosse distance par rapport à ce qu'on entend dans les médias mainstream, en tout cas les médias nationaux. Peut-être plus, je me suis rendu compte qu'il y a parfois des médias locaux qui sont un peu plus audibles sur ce que les initiatives. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me permet, en fait, qui renouvelle un petit peu mon énergie au quotidien, c'est d'être imprégné de de tous ces beaux projets à travers la France. Donc là, c'est vraiment, si je devais retenir une chose de ces 5 années, c'est ça, c'est d'avoir pu être en contact avec autant de projets positifs et pas dire quasiment jamais de tout ce qu'on entend à la télé. Voilà, c'est peut-être une ou deux fois, ou parfois de temps en temps, t'entends des choses négatives, mais qui sont pas aussi négatives qu'on l'entendrait dans les médias. Euh, Au niveau de l'axe d'amélioration, si on doit utiliser des termes managériaux, euh, en fait, je me suis assez vite rendu compte que les difficultés que rencontre la communauté ne sont que très partiellement extérieures, qu'elles sont majoritairement dues à nous-mêmes, en fait.
dû à nous-mêmes de par les conflits internes dans les associations, que ce soit en interne des bureaux, en interne des assemblées générales, en interne entre les parents et des élèves qui sont dans les instituts et des professeurs, des égos surdimensionnés qui veulent tel ou tel objectif personnel et voilà, qui, à mon sens, représente 80 voire 90% des problèmes. Et qu'aujourd'hui, Mhm. on a un réflexe de dire islamophobie à chaque fois qu'on entend quelque chose sur la communauté musulmane, alors qu'en réalité, c'est pas pour nier l'islamophobie, il y a du racisme en France, c'est quelque chose de documenté, d'accord? Euh, Maintenant, je pense pas qu'il y ait une islamophobie qui soit, euh, qui soit pas quelque part, euh, qui découle pas de notre faiblesse nous-mêmes à nous coordonner les uns avec les autres. Mhm. C'est ma vision des choses, c'est que on est dans une société du rapport de force. Et donc, naturellement, si toi, demain, je te dis, Abdelrahman, bon, bah, t'as un match de foot à jouer et à l'issue duquel tu es payé si tu gagnes, tu te donnes le choix entre jouer contre le Barça et jouer contre le Racing Club de Villepinte, tu vois, je pense que ton choix, il est vite fait, quoi, tu vois. Bah, là, c'est un peu Mhm. la même chose. T'as d'un côté euh, des grosses institutions qui sont très coordonnées, etc., et qui font parfois des dingueries éminemment plus grande que ce qui se passe dans la communauté musulmane. Et à côté, tu as Ouais. la communauté musulmane qui bah, est tellement divisée que en fait, on en est réduit à nos individualités. Tu vois? Mhm. On n'a qu'à prendre l'exemple de Stanislas, par exemple. Tu as dû entendre parler du lycée Stanislas privé Cato, où il y avait des dingueries qui étaient dites, faites en termes d'homophobie, etc. Ouais. Si ça avait été une école privée musulmane, mais je peux te dire qu'elle aurait fermé 10 fois. Tu vois? Donc c'est pas tant ce qui est fait, c'est surtout que bah, en fait on est très très faible et très divisé aujourd'hui. Et ça Mhm. c'est vraiment mon gros constat et que ça vient de nous-mêmes en fait. C'est que on pourra se plaindre à mon sens véritablement de l'islamophobie quand on sera constitué suffisamment fort pour demander pour même pas aller chercher nos droits. Donc c'est pas pour légitimer, non, c'est juste pour expliquer aujourd'hui la situation. En tout cas, mon humble bilan, si je devais ressortir un, euh, une difficulté que j'ai pu observer. Ouais. Tu sais, j'ai écouté, j'ai fait un cours, je sais pas, c'était hier, avec un professeur, un cheikh aux États-Unis. Il racontait que tu sais, le lobby juif aux États-Unis, l'AIPAC, tu vois, À l'époque, ouais. le plus gros lobby là-bas. Il disait que, et encore là-bas, la communauté, elle est bien plus organisée qu'ici, hein. Mais même eux, ils se considèrent pas suffisamment organisés, loin de là. Et ils sont beaucoup moins nombreux qu'ici en termes de pourcentage de la population. Et il disait que les investissements que font l'AIPAC en termes de lobbying, en termes de travail, en termes de tout ça, ça représente aux États-Unis un quart de la zakat collectée. C'est-à-dire que si tout ce qu'ils donnent, les millions, les centaines de millions qui sont investis, ça représente un quart de la zakat qui est collectée ou qui peut être collectée aux États-Unis chez les musulmans. Mhm. Et c'est là que tu te rends compte en fait que ça rejoint ce que tu dis en fait en termes d'organisation. On a une certaine, un certain potentiel qui est très, 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 très loin d'être exploité. Mhm. Et, et je te rejoins dans le sens où s'il était mieux organisé, on aurait des retours, je suis sûr, j'en suis convaincu, très, très élevés, quoi, même s'il y aura des challenges, évidemment. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où on n'a pas fait l'effort nécessaire avant de pouvoir commencer à se plaindre que la situation, elle est comme elle est et qu'on a, voilà. En fait, on s'attend, en fait, je pense que ça découle aussi de comment le pays est organisé en France, peut-être par rapport à d'autres pays, où en France, on a tout qui nous est donné dans un plateau, en fait, que ce soit en termes de santé, d'éducation, la plupart des services sont gratuits et on a beaucoup d'impôts. Et du coup, on s'attend à ce que, parce que tout est offert, eh ben, peut-être qu'on s'attend peut-être à ce que ce genre de service, en fait, nous tombe, que des gens viennent et qui prennent, qui lead les efforts pour la communauté.
Et c'est malheureux parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'initiatives qui se créent, des très belles initiatives. Et malheureusement, j'ai l'impression aussi qu'il y en a beaucoup qui s'estompent petit à petit, en fait, à cause d'une mauvaise organisation, à cause du manque de collaboration, voilà, où les gens mettent de l'énergie pendant quelques mois, quelques années, puis après, voilà, ça, c'est juste un effort parce qu'il faut mettre un effort, mais il n'y a pas vraiment de vision très, très long terme de l'impact qu'on veut avoir sur le long terme. Ouais, ouais. Allah facilite, qu'Allah nous permet de nous structurer. Amine, Amine. Et du coup, en termes de collaboration, donc toutes ces mosquées-là, ces associations-là, est-ce que entre elles, elles ont un lien qui se crée aussi, ou c'est vraiment vous qui aidez une par une séparément les associations? Alors, on est entre deux, si tu veux. C'est que nous, on est dans une posture où on va répondre aux sollicitations, donc aider toutes les structures qui souhaitent être aidées. Néanmoins, on Mhm. souhaite en parallèle booster et permettre en tout cas de faire qu'il y ait une structuration qui commence par le bas. C'est qu'on va solliciter l'adhésion, mais non pas pour centraliser, mais plutôt pour être une espèce de, euh, comment on appelle ça, de caisse de résonance, tu vois, et Ouais, permettre plutôt des initiatives locales, ce qu'on appelle des groupements, des fédérations locales. Et ouais, donc ça, il y a plusieurs dizaines de fédérations locales en France, mais elles ont une particularité commune pour la plupart d'entre elles, c'est qu'elles sont assez peu actives, pour une raison simple, hein, c'est que déjà, le niveau 1, c'est la mosquée, l'association, qui sont déjà bénévoles. Et donc là, on leur demande un deuxième niveau qui est en général le niveau engagement. départemental, un engagement Ouais, supplémentaire qui concerne en plus un niveau géographique qui est x10, x20, tu vois. Donc ouais, ça explique assez rapidement pourquoi ces groupements ont du mal à se structurer. ouais. Mhm. Sans parler des questions d'ego, etc. Je rentre même pas dans ces sujets-là, on vient d'en parler. Donc on se retrouve au final au niveau national avec voilà, deux, trois fédérations locales qui sont, on va dire, euh, véritablement actives. Et puis ensuite, le reste des structures qui sont soit totalement inactives, ou soit voilà, continuent à se chercher avec On euh, stand-by jusqu'à la prochaine crise chez les musulmans. ouais, prochaine crise ou prochaine bande passante disponible, parce que, comme je t'ai dit, Ouais. bon, il y a une crise de professionnalisation en fait dans nos associations et on a du mal Mhm. pour plein de raisons à staffer euh, alors qu'il faudrait quoi. Moi, j'ai parlé avec plusieurs responsables associatifs et je sens qu'il y a une certaine fatigue aussi de la part des responsables qui sont là depuis longtemps, Ouais. qui ont levé des fonds pour des mosquées, qui ont participé à la création, au projet pendant 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ont du mal à passer la relève à des gens qui ont plus d'énergie derrière. Il y a, je vois beaucoup de voilà, de responsables associatifs qui sont fatigués, quoi. Ou bien qui, eux, ont de l'énergie, mais que le reste de l'équipe est, voilà, est vraiment fatigué. Et donc, il y a un manque, ouais, il y a un essoufflement. Euh, chez les mosquées. Est-ce que tu vois ça, toi, ou pas forcément? Alors oui, c'est vrai, je le vois dans une certaine mesure. Il y a plusieurs choses qui s'additionnent. Tu vas avoir le fait qu'il y a parfois des difficultés à lâcher prise, il faut dire les choses. C'est que quand on a passé plusieurs années dans nos projets, bah, on peut avoir l'effet de tomber amoureux de son bébé, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est assez destructeur pour Bien, si je à perds, la ça va fois la. s'écouler, ou... Ouais, alors ça, ce c'est- serait l'idéal, tu vois, s'il y avait que ça, mais sinon, c'est parfois même, c'est mon projet, en fait, tu vois. C'est mon projet, Ouais. c'est mon truc, et donc, il y a presque une perte de sincérité, en fait, quelque part, qui est le corollaire de ça, et qui malheureusement, impacte ensuite le reste. C'est que bah, du coup, l'association ne vivote, en fait, puisque bah, tout est encadré dans quelques mains qui sont qui ont quelques difficultés à aller de l'avant. Mais c'est pas, en tout cas, ceux qui nous prennent contact avec nous, c'est loin d'être la majorité, alhamdoulilah. C'est même d'ailleurs jamais le cas des structures qui nous contactent, puisque Mm. assez souvent, c'est un turnover qu'il y a eu. C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent prendre la relève, qui veulent se bouger, et ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il y a la difficulté inverse, c'est des jeunes qui veulent pas forcément se rentrer là-dedans, parce qu'ils voient les difficultés, ils voient que c'est un panier de crabes, faut dire les choses, Ouais. hein. Quand on s'investit, en fait, euh, quand on rentre dans l'associatif,
surtout des mosquées, faut se dire tout de suite, ça va pas être une partie de plaisir. c'est sûr. Ouais, Ça ouais. va pas être une partie de plaisir. Et en fait, au contraire, si c'est une partie de plaisir, c'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. C'est que soit tu es Mhm. autoritaire, soit soit il y a un truc qui cloche quelque part, ou peut-être tu es la seule mosquée de France avec laquelle, dans laquelle il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, je vais bien avoir le numéro pour voir comment ça fonctionne, tu vois. Euh, mais voilà, il faut. Et donc, quand ils voient les anciens, ou anciens, pas forcément au sens qui sont très âgés, c'est-à-dire les prédécesseurs, qui est au bureau ou autre, ils se disent, mais moi, j'ai d'autres projets et je veux m'investir sur quelque chose dans lequel j'ai envie de mettre de l'énergie pour faire, si on doit dire des termes techniques, produire un livrable, tu vois. Je veux produire un truc concret. Je veux pas me retrouver à perdre mon temps à m'égosiller avec Foulen ou la Allen sur tel ou tel sujet qui veut pas me faire avancer. Je veux pas faire de politique, quoi, tu vois, si on doit faire Ouais, ouais. un comparatif. Ouais. Donc c'est ça quelque part aussi la difficulté. Maintenant, je pense que il y a un grand rire aussi, parce que si les responsables qui sont, euh, pour le coup, responsables au sens littéral, tu vois, ils ont cette notion de responsabilité, ils s'investissent pas, bah, du coup, on va garder que les irresponsables. Et on va Ouais. garder que des personnes soit irresponsables, soit incompétentes. Donc c'est vraiment un appel à tous ceux qui peuvent s'investir. C'est difficile, mais si le chemin du paradis il était pavé de roses, ça se saurait, tu vois. Ça se saurait. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment important que ceux qui ont la compétence, bah, voilà, ils serrent les dents, ils font de après ouais, facilite et ils y aillent, quoi. Ouais. Bien sûr. Et puis surtout ceux qui ont des idées, quoi, qui pensent pouvoir apporter quelque chose, qui peuvent voir les problèmes des fidèles et qui pensent, qui se disent, voilà, il y a telle ou telle chose qui va pas. Parce que c'est vrai qu'arriver sur quelque part, gérer une communauté sans avoir de projet et sans savoir quelle valeur ajoutée on peut apporter, au final, si ça apporte vraiment de la valeur, si c'est pour refaire la même chose et juste être là pour être là, quoi. Hum, hum, hum. Euh, Ziad, on approche de la fin du podcast. Je posais quelques questions de la fin. Avant ça, est-ce qu'il y a un message qu'on n'a pas eu le temps de passer, une idée qu'on aurait voulu transmettre peut-être? Bah, globalement, on a passé beaucoup de messages, je trouve. Après, s'il y a un message, je vais faire un message corporate. Allez sur le site lesmusulmans.fr, surtout qu'il va bientôt y avoir la nouvelle monture, là, dans quelques jours. Beaucoup plus clair par plateforme d'activité. Et puis adhérez si vous croyez et si vous êtes convaincu sur l'importance d'être aux côtés des structures, des mosquées, des associations humanitaires et plus à terme, Inch'Allah. Parce que sans votre soutien, sans votre adhésion, sans votre mobilisation, en fait, c'est une association qui ne fonctionne pas, qui ne marche que parce que il y a la communauté qui la soutient. Excellent. Alors, pour les questions de la fin, quelle est la compétence que tu trouves la plus utile au travail, ou dans la vie de tous les jours? Ça va être compliqué d'en choisir une, je vais t'en choisir deux, si ça te dérange Ok, pas, bien sûr. qui sont pour moi les deux faces d'une même pièce. C'est la compétence relationnelle. Je trouve que c'est extrêmement important de savoir faire preuve d'humilité, de savoir faire preuve de patience envers les personnes avec lesquelles on est amené à travailler, d'avoir voilà de faire preuve d'humanité. Euh, euh, la deuxième compétence qui est on va dire le parallèle qu'on oppose assez souvent, c'est la compétence technique. Pour moi, il est fondamental d'être bon dans ce qu'on fait dans notre domaine, quel qu'il soit, tu vois. Pour moi, là, ça va être soit de la gestion de projet, soit de la maîtrise réglementaire ou autre, mais Ouais. d'être vraiment euh, excellent dans sa compétence, quoi. Très bien. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Alors, c'est pareil, là, je vais te donner une réponse qui est pas spécifique. En fait, ce que j'aime, c'est la polyvalence de ce que je fais. Je suis pas sur un domaine, j'ai pas une journée type. J'interviens sur, je sais pas, une dizaine de champs différents, tu vois. Ouais. Et donc c'est ça que j'aime. La diversité. Très bien. Mm. Est-ce que tu as une routine, quotidienne ou régulière qui t'aide à progresser? Une routine, alors qui m'aide à progresser, je sais pas, mais on va dire, ma routine de productivité, c'est qahwa au réveil Ouais. et un verre de maté à l'arrivée au bureau.
Le maté, c'est quoi? C'est en fait c'est un comment dire? C'est le café en un peu plus léger, mais en plus durable. Tu vois, D'accord. Ok, c'est je en connaissais infusion. pas. D'accord. Ça compense le, comment dire, la baisse de régime du café que tu as en général 2 3 heures après. Et ça permet Intéressant. de rester à un café par jour. Ok, donc, c'est issu de l'infusion de feuilles de yerba maté. C'est Je ça. connaissais pas. C'est ni du thé, ni du café. Ouais, c'est la troisième boisson qui contient de la caféine. C'est partie des trois Exactement. boissons qui contiennent. Intéressant, hein, j'en apprends tous les jours, hein. Ok, bah, à tester de mon côté aussi. T'as découvert ça où? C'est quelque chose de connu? Alors, petite dédicace à ma petite sœur. C'est elle qui m'en a parlé parce qu'elle a vu ça chez un sportif. Je crois que c'était Griezmann qui en buvait Ouais. pour la rester éveillé, tu vois. Et donc, quand elle Ouais. m'en a parlé, bah, j'ai regardé, je me suis dit, bon, bah, on va tester, hein. D'accord, bon, bah, écoute, moi aussi, je mets ça de côté, je testerai, Inch'Allah. J'en ai jamais entendu parler, donc j'imagine que c'est pas non plus super facile à trouver, mais j'imagine qu'en grande Alors, je sais pas si surface je peux sur faire de la pub, Internet. mais alors, tu Ouais. t'en as dans les tu sais, maisons du café, maison d'été. Ça, c'est vendu là-bas en sachet. Ouais. Mais le plus efficace, c'est t'en trouves à Franprix. Ouais. Franprix, ils vendent des sachets prêts comme des sachets de thé, tu vois. Donc, D'accord. 20 sachets, très bon rapport qualité-prix, utilisable directement sans. Parce que, en fait, si tu regardes un peu, tu verras que c'est un truc un petit peu à l'ancienne où il te faut Zarma, un verre spécial avec une Ouais, je vois le théière, retour là. enfin, une Ouais. paille spéciale, etc. Alors, moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je prends comme un thé, tu vois. Eau bouillante, D'accord. sachet, et puis pour les jeunesses. Super. Est-ce que tu as une recommandation de livre, documentaire, film, référence qui t'a marqué, peut-être récemment ou pas récemment, mais que tu peux recommander? Un film, alors là, j'en ai. Un livre, un film, ouais, un Euh, article, chose quoi. alors attends, il y a un livre qui m'a marqué récemment. Un livre qui m'a marqué récemment, c'était lequel déjà? Euh, c'était, c'est un roman, Les Affinités. C'est un roman soft science-fiction. Euh, Ok. bah, ça parle un peu de ce que je te disais sur le côté relationnel. C'est que, en fait, Robert Wilson? ouais, c'est ça. Ouais. Ok. J'ai trouvé un. Hop. C'est un roman qui extrapole un petit peu les réseaux sociaux, mais en les ramenant à la vie réelle et qui montre comment en fait euh, on interagit un petit peu entre êtres humains comme une meute, comme des meutes, et, euh, et qui montre l'importance justement de ça au quotidien sans qu'au final on s'en rende vraiment compte, sauf si on est vraiment plongé dans de la sociologie ou dans de l'anthropologie. Ok. Bon, bah, écoute, super. Et enfin, donc, si quelqu'un souhaite vous suivre ou vous contacter, bon, je pense que la réponse est assez simple. Tu l'as déjà évoqué, donc la plateforme lesmusulmans.fr, j'imagine. Et vous avez aussi l'adresse email contact@lesmusulmans.fr. contact@lesmusulmans.fr et si c'est pour les mosquées, bah, mosquée au pluriel, lesmusulmans.fr. Sans Top, T, magnifique. Ouais, sans accent. sans accent, ouais. De E. Ouais, pas faire l'erreur. Très bien. Bon, bah écoute, Ziad, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur la thématique du suivi des associations et de toutes les activités que vous faites en interne. On n'a pas parlé du coup des projets futurs. Si tu peux en toucher un petit mot avant qu'on se sépare. Est-ce que vous avez des projets futurs ou Alors c'est là, il y encore... en a Ouais, énormément. Ce que je te ouais. propose, c'est que là, on a tellement de projets cette année que si tu veux, on pourra refaire un deuxième podcast parce que là, Allez, j'en aurai pour 1 heure à détailler la feuille de allez. route avec les 5 salariés que j'ai là avec moi. Donc, Et puis plus simple, j'imagine, c'est de s'inscrire à la newsletter aussi, les musulmans, news- sur le site. Ouais. newsletter, mais c'est vrai que les infos, c'est plutôt les adhérents qui vont les avoir. Après, c'est vrai que sur le site, on commence de plus en plus à mettre des infos. Mais effectivement, dans l'ordre, ce serait site, Facebook, ensuite newsletter, et puis adhérents, là, vous avez toutes les infos. Excellent. Bah, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te Une remercie. case, on se reverra en région parisienne ou ailleurs. Et puis, qu'Allah mette la baraka dans
Allah bénisse tout ce que vous faites et facilite. Amin, ajma'in, jazakallah khair, c'était un plaisir, Abdelrahman. Barakallahu fik. Très bonne journée à toi. Salam alaikum. À toi aussi, alaykoum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.